Bonsoir chers amis, je suis Dr Alseni Baldé, je suis médecin basé à New York City. Je suis spécialisé en family medicine, en gérontologie, mais aussi en santé publique et particulièrement en épidémiologie et biostatistics. Alors j'ai reçu assez de questions, assez d'appels sur la COVID, sur la pandémie de la COVID-19. C'est ainsi que je viens aujourd'hui conférer avec vous et parler de l'évolution de la pandémie et surtout des nouvelles données sur la maladie. Alors, depuis que cette pandémie est apparue l'année dernière, au mois de décembre, nous avons eu assez d'informations sur la maladie. Nous connaissons la cause, nous connaissons comment la maladie se transmet, nous connaissons les symptômes. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'évolution sur les tests, sur le traitement et sur les vaccins. Sur les tests, nous savons que les tests qui existaient, c'était des tests qu'on faisait soit au laboratoire, au bureau du médecin ou bien au niveau des centres spécialisés, spécialement ouverts pour cela. Donc, tous ces tests, les spécimens étaient envoyés au laboratoire et puis les résultats sont renvoyés aux patients. Alors, tout dernièrement, la FDA, qui est la Food and Drug Administration, qui est l'agence fédérale ici aux États-Unis qui approuve tout nouveau médicament, tout nouveau test, tout nouveau vaccin et surtout tout instrument à usage médical. Donc cette FDA a approuvé un nouveau test qu'on appelle Illumina. C'est un test de la COVID-19 qu'on peut faire à la maison, qu'on peut s'auto-administrer. Le kit sera bientôt disponible dans les pharmacies. Et puis la personne l'utilise à la maison. Il y a un système qu'on branche à son smartphone et on obtient le résultat en 20 minutes. Donc c'est un test qui est over the counter qu'on peut obtenir sans prescription médicale, sans ordonnance, et puis qu'on fait à la maison et puis on obtient le résultat rapidement. Ceci permettra de diminuer le stress, l'anxiété au niveau de la population. Et ensuite, je vais parler du traitement. Nous savons que depuis l'apparition de cette pandémie, il y a une course effrénée au niveau des grands laboratoires, des grandes compagnies pharmaceutiques pour la découverte du médicament contre la COVID. Mais malheureusement, jusqu'à présent, le seul médicament qui a été approuvé par la FDA est le Remdesivir. Mais c'est un médicament qu'on utilise à l'hôpital pour les malades alités, hospitalisés, des patients qui sont dans des conditions sévères, et ce médicament est administré par voie injectable, par voie intraveineuse. Et ce médicament ne guérit pas la COVID, mais plutôt limite, diminue la durée d'hospitalisation, diminue la sévérité de la maladie. Donc il n'y a que ce médicament qui a été approuvé. Bien sûr qu'il y a beaucoup d'autres médicaments qu'on utilise et qui produisent des effets quand même favorables. Mais il n'y a pas à présent un médicament qu'on prend par voie orale, en comprimé, à la maison ou bien dans la communauté, qui peut tuer le virus ou bien qui peut guérir la maladie. Bien que, comme je le dis, il y a plusieurs autres médicaments qu'on utilise pour le traitement de la COVID-19. Alors, quant au vaccin, aussi, il y a une course parallèle, une course effrénée à la recherche du vaccin. Depuis l'avènement de la pandémie. Et il y a plusieurs grandes compagnies pharmaceutiques internationales qui se sont lancées à la recherche du vaccin. Et il n'y avait que 4 grandes compagnies qui sont arrivées à la phase 3 parce que la recherche du vaccin se fait en différentes phases, la phase 1, 2, 3. La phase 3, c'est en ce moment que la compagnie commence à enrôler les personnes à grande échelle, des dizaines de milliers de personnes, pour voir non seulement l'efficacité, mais aussi étudier les effets secondaires du vaccin. Donc il y a 4 grandes compagnies pharmaceutiques qui sont arrivées à cette phase 3. La première à arriver là, qui était plus en avance par rapport aux autres, c'était AstraZeneca, qui est une compagnie basée en Angleterre. Donc cette compagnie était déjà arrivée à la phase 3, mais malheureusement, il y a eu une des personnes qui a reçu le vaccin qui a développé des complications neurologiques sévères. C'est ainsi qu'ils ont arrêté les essais cliniques. Ça, c'était au mois de septembre.
et il a fallu un mois à peu près avant qu'on recommence les essais cliniques. Et ceci a provoqué un recul, a causé un recul pour AstraZeneca dans cette course à la recherche du vaccin par rapport aux autres compagnies. Une autre compagnie arrivée à la phase 3 est Johnson Johnson, une grande compagnie pharmaceutique aussi basée ici aux États-Unis, et qui est toujours à cette phase 3, qui enrôle des dizaines de milliers de personnes pour étudier l'efficacité et les effets secondaires du vaccin. Par contre, deux autres compagnies, l'une qui est Pfizer, l'une des plus grandes au monde, et une autre Moderna, qui n'est pas grande mais qui est spécialisée à la recherche, dans la recherche du vaccin, des vaccins en général, et qui a des méthodologies scientifiques très avancées, sophistiquées, qui permettent de raccourcir la durée de la recherche. Donc ces deux compagnies ont produit des vaccins qui sont efficaces et dont la FDA a autorisé l'utilisation en urgence. Je dis bien utilisation en urgence, pas approbation, parce que d'habitude, quand un vaccin est produit, quand un vaccin est découvert, il faut non seulement étudier son efficacité, et après qu'on s'est assuré qu'il est efficace, on l'utilise à grande échelle, parfois pendant des mois ou des années, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'effets secondaires très graves au niveau de la grande population. C'est seulement en ce moment que le vaccin est approuvé et continue d'être utilisé. Mais, comme dirait l'autre, au grand mot, les grands remèdes. La COVID est une maladie très grave, une pandémie donc qui s'est éparpillée partout dans le monde, qui a causé plus de 76 millions d'infections dans le monde et plus de 1 600 000 personnes qui sont décédées par suite de la COVID. Donc, nous savons tous que c'est une maladie très grave. Donc, la FDA ne veut pas attendre qu'il y ait des mois ou bien des années d'utilisation du vaccin avant qu'il n'autorise son utilisation. C'est ainsi que, après avoir constaté que ces deux vaccins sont efficaces à peu près 95% des personnes qui l'ont pris, c'est ainsi que les effets secondaires qui sont survenus sont moindres, très mineurs, pas graves, bénins. C'est ainsi que la FDA a autorisé leur utilisation en urgence. Ils ne les ont pas approuvés, mais quand même, ils ont autorisé leur utilisation pour des cas exceptionnels. C'est ainsi que depuis le 11 décembre cette année, le vaccin de Pfizer a été autorisé à être utilisé en urgence. Et la semaine passée, on a commencé l'administration au niveau des populations. Et le vaccin de Moderna a été approuvé le vendredi passé, le 18 décembre. Et hier, 21 décembre, on a commencé son administration aux populations. Donc ces deux vaccins sont disponibles au grand soulagement du monde, de l'humanité, parce qu'un vaccin qui est efficace à 95%, c'est quand même un grand succès, parce que d'habitude, les vaccins que nous connaissons, rarement leur efficacité arrive à 90%. La plupart des vaccins sont efficaces à 60-70%. Donc un vaccin qui est efficace à 94-95% est considéré comme un grand succès. Même le vaccin de l'influenza, le vaccin du flu que l'on prend, qu'on administre chaque année à des millions de personnes, n'est efficace qu'à 50-60%. Et pourtant, il est utilisé et il protège quand même beaucoup de cas d'influenza, de grippe. Alors, les deux vaccins sont administrés à 2 doses, 2 injections. La première injection au jour 1 et la deuxième injection au jour 21, après 3 semaines pour le vaccin de Pfizer. Et le vaccin de Moderna, jour 1, la deuxième dose au jour 28, c'est-à-dire la 4e semaine. Donc il faut les 2 injections pour s'assurer qu'on est protégé contre la COVID. Et cette immunité, la protection, ne commence réellement que 2 semaines après l'administration de la 2e dose. C'est seulement en ce moment que la personne peut se considérer comme immunisée. Et d'ici là, la personne doit toujours continuer les mesures de protection que nous connaissons déjà, qui sont le port du masque, la distanciation sociale, les mesures barrières, l'utilisation des solutions antiseptiques, le lavage des mains, l'hygiène personnelle. Et pour ceux qui sont malades, rester à la maison,
pour protéger son entourage et éviter la propagation de la maladie à son entourage et à la communauté, à la population en large. Ce sont ces mesures qui ont protégé les gens jusqu'à présent. Il faut toujours continuer ces mêmes mesures qui se sont avérées efficaces avant que ce vaccin ne soit administré à une grande proportion de la population. Alors, le vaccin administré en injection intramusculaire au niveau du deltoïde, au niveau du bras. Et les effets secondaires, c'est que parfois certaines personnes développent une certaine rougeur, une légère douleur au site d'injection. Mais certains aussi développent une certaine fatigue, un peu de maux de corps, quelques jours après l'injection. Mais ces symptômes encore sont bénins, ils sont mineurs, ils disparaissent quelques jours après. Donc ils ne sont pas majeurs du tout, ce ne sont pas des effets secondaires majeurs. Alors, le CDC, qui est le Centers for Disease Control and Prevention, a établi un programme pour l'administration des vaccins au niveau de la population. Ils ont établi différentes phases. La première phase concerne les médecins et le staff des services d'urgence aux hôpitaux et aussi le personnel de santé au niveau des services de réanimation des ICU, parce que ces personnes sont à haut risque de développer la maladie parce qu'étant exposées aux personnes qui sont testées positives de la COVID, exposées à leur sécrétion corporelle, à leur body fluids. Donc, c'est des personnes à haut risque de développer la maladie. D'où la priorité de commencer par ces personnes. La deuxième phase va concerner les personnes âgées qui sont dans les nursing homes, les maisons de retraite. Ce sont des personnes âgées qui ont des maladies chroniques, le plus souvent multiples maladies chroniques, et des personnes susceptibles à développer des complications sévères si seulement elles attrapent la COVID. Donc, ça sera la deuxième vague d'administration du vaccin. La troisième vague sera tout autre personnel de santé, les médecins, les infirmiers, les services de secours, etc. Toute personne qui est en contact avec d'autres personnes à plusieurs reprises dans la journée, donc qui sont aussi exposées. Ces personnes vont représenter la troisième vague d'administration du vaccin. Et après cela, le vaccin sera disponible et administré au reste de la population, à tout le monde. Ce sera disponible dans les pharmacies, chez les médecins, et les centres d'immunisation. C'est sûr qu'il y aura beaucoup de centres qui seront ouverts pour administrer le vaccin à autant de personnes possibles, au maximum de personnes possibles. Alors, encore une fois, le vaccin n'arrivera à la grande population, à la majorité des personnes, que seulement quelques mois après, peut-être vers l'été, le summertime. D'ici là, le vaccin est disponible qu'à ce groupe de personnes dont j'ai cité. Et encore une fois, d'ici là, il faut toujours continuer à se protéger. La pandémie n'est pas finie, le vaccin est là, mais il n'est pas encore disponible pour tout le monde. Il est là. La maladie est là, il faut toujours utiliser les mêmes mesures qu'on a utilisées jusqu'à présent pour se protéger. J'ai parlé de l'efficacité du vaccin, j'ai parlé des effets secondaires, mais il y a les contre-indications aussi. La principale contre-indication, c'est si quelqu'un développe une réaction sévère au vaccin à la première dose, c'est dire que cette personne ne va pas recevoir la deuxième dose. Et toute personne aussi, comme précaution, pas contre-indication, mais comme précaution, toute personne qui a développé une réaction sévère à un vaccin auparavant ne doit pas, plutôt peut recevoir ce vaccin de la COVID, mais doit être évalué par son médecin avant qu'il ne reçoive le vaccin de la COVID. Toute personne qui a développé une réaction allergique à un médicament injectable auparavant aussi doit être évaluée par son médecin avant qu'il ne reçoive le vaccin de la COVID. Et toute personne qui a développé une maladie aiguë au moment de l'administration du vaccin, le plus souvent doit attendre de guérir de cette affection aiguë et être évaluée par son médecin avant qu'il ne reçoive le vaccin de la COVID. Donc c'est cela, le vaccin est là, mais encore une fois, ce vaccin n'est efficace que quand une grande proportion de la communauté le prenne. Sinon, il n'est pas encore efficace. C'est ce qu'on appelle l'immunité collective, le herd immunity, et ceci n'est possible que quand plusieurs personnes, la majorité de la population, 70-80%,
de la population prennent le vaccin. En ce moment, il y aura moins de personnes susceptibles dans la communauté. Le virus aura du mal à circuler parce qu'il y a moins de personnes susceptibles. C'est ainsi qu'il va s'évanouir, qu'il va disparaître. Et espérons que la vie va redevenir comme normale, comme avant la pandémie, et va redevenir comme nous la connaissions avant. Je vous remercie. Je reviendrai exprimer ce message en langue nationale pour ceux qui ne l'ont pas bien capté. Et je vous remercie. D'ici là, continuons les mesures que nous connaissons et que je viens de citer. Je vais insister sur le port du masque, sur le lavage des mains, sur l'utilisation des solutions antiseptiques et la distanciation sociale, éviter les agglomérations parce que la pandémie n'est pas finie, la Covid est là, il y a toujours des personnes qui tombent malades, il y a toujours des personnes qui sont admises à l'hôpital dans les ICU, donc elle est toujours là. Je vous remercie et à bientôt et à la prochaine fois. D'ici là, stay safe. Thank you all. God bless you.